Maintenant, on va passer à notre troisième intervenant qui nous vient de loin, qui vient d'Italie. C'est Salvatore. Donc, est-ce que toi, tu peux nous expliquer la situation en Italie sous le gouvernement de Meloni, d'extrême droite? Quelles sont les attaques que subissent les travailleurs et comment est-ce que vous, en tant que syndicat, vous y répondez? Et si tu peux bien aussi te représenter et présenter ton syndicat. Merci. Bon, merci Emilia. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici. Je suis Salvatore Marra. Je suis le responsable de l'espace international de la CGIL, qui est la Confédération générale italienne du travail. C'est la FGDB italienne. Je vais, si tu me le permets, juste aborder le constat, vous décrire quelle est la situation en Italie à l'instant. Et puis, dans ma deuxième intervention, je vais plutôt aborder qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour lutter contre les fascistes. Je suis responsable du département international, la CGIL, et je suis antifasciste, tout d'abord. C'est la raison pour laquelle je suis là avec vous ce matin. La CGIL est la plus grande confédération italienne. Nous avons presque un peu plus que 5 millions d'adhérents. Donc, on est un peu plus grand que nos amis français en termes de nombre. Voilà. Et je tiens à vous dire que si la CGIL existe, et Vincent l'avait dit par rapport à l'Allemagne, mais cela est fait par rapport à l'Italie, et grâce à la lutte antifasciste partisane des partisans et partisanes après la Deuxième Guerre mondiale contre les fascistes qui ont été au pouvoir et ont dissolu la CGIL pour créer leur propre syndicat. En fait, la question que je vais rajouter à la fin de cette intervention, de cette première intervention, c'est pourquoi les forces d'extrême droite détestent tellement beaucoup les syndicats, voire les vrais syndicats, parce qu'il y en a beaucoup de syndicats autour de la table ce jour-là. En Italie, nous avons 3 confédérations affiliées à la Confédération européenne de syndicats. Les 3 confédérations font 12 millions d'adhérents, un peu plus que 12 millions d'adhérents. Nous sommes un pays de 60 millions de personnes, comme vous le savez. Et le taux d'adhésion nationale est à peu près 32% à l'instant. Donc, on n'est pas si mal que ça. On est un syndicat surtout de lutte, pas de service. Nous non plus, on ne gère pas de caisse d'assurance. Donc, l'adhésion à la CGL est libre. Tout le monde peut adhérer librement à la CGL depuis son poste de travail. On n'est pas bien sûr obligé, mais la couverture des conventions nationales en Italie est de 100%. Donc ça, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. C'est-à-dire que faire partie d'un syndicat a le sens de faire partie d'une lutte pour conquérir de meilleurs droits, de droits syndicaux et de droits dans le monde du travail. Il y a une incompatibilité totale entre politique et syndicat. C'est-à-dire le moment où on décide de devenir conseiller politique au niveau local, national et régional, à ce moment-là, toute forme de responsabilité syndicale s'arrête. Tu restes juste adhérent et pas plus que ça. Donc ça, c'est très important, je voulais vous le dire parce qu'il y a des différences, notamment on a entendu avant Emmanuel nous parlait du collègue de la FO qui fait partie d'un gouvernement d'extrême droite. Donc, il y a des différences qui sont quand même importantes. La première chose que je vais vous raconter sur l'Italie, c'est ne pensez pas que l'extrême droite est au pouvoir maintenant. La première fois que le mouvement social italien, MSI, c'est-à-dire le parti politique que maintenant s'appelle Fratelli d'Italia, et qui était direct héritier politique du mouvement fasciste, et qui a encore la flamme à 3 couleurs dans son symbole, c'est 1994, gouvernement Berlusconi I. Donc, en Italie, il n'y a jamais eu de cordon sanitaire. La Lega Nord et le mouvement social italien était déjà parti en 1994. Les propos fascistes, antiracistes, misogynes, anti-collectifs LGBTQI et contre toute forme de diversité déjà viennent de cette époque-là et étaient mises en pratique à cette époque-là.
les trois caractéristiques principales du gouvernement Meloni. Je vais juste rendre pratique la théorie que Vincent a, de manière, à mon avis, très claire, disons, présentée au début de cette session. Politique extérieure. Meloni se présentait comme pro-Palestine, pro-poutinienne, contre le réarmement. Elle était contre les pouvoirs forts. Elle s'est toujours présentée contre les grandes multinationales qui viennent nous prendre la richesse, à nous les pauvres Italiens blancs, et qui viennent en Italie prendre nos richesses. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y en est maintenant? Vous avez vu, non? Elle était la première qui était allée serrer la main à Elon Musk, à Trump. Elle est à côté de Netanyahou. L'Italie, j'ai honte de dire ça, a voté contre et s'est abstenue contre toutes les résolutions sur la Palestine, sur le cessez-le-feu en Israël. L'Italie est le deuxième exportateur d'armement en Israël. Nos bombes tuent les petits-enfants de Gaza et Madame Meloni a signé un plan qui s'appelle le plan Mattei, qui est en fait un plan néocolonial où on assure à une quinzaine d'États africains des ressources, disons, assez grandes pour retenir les migrants. Ça, c'est l'échange. Vous nous donnez des ressources, du gaz, des matières premières, et vous retenez vos gens chez vous, parce que nous, on n'en veut pas. Voilà, le point qui avait été fait par Vincent. Mais j'y reviens, parce que mon troisième point sur les politiques sociales. Donc, politique extérieure de Meloni, haute-atlantiste. L'autre chose que j'ai oublié de dire, nous, on est contre l'OTAN. L'OTAN, non. L'OTAN, nous, on est critique. Ça, c'était le discours avant les élections, avant qu'elle vienne au pouvoir. Et maintenant, elle est totalement pro-OTAN. Augmenter la dépense pour les armements à 5%, c'est sa première priorité. Politique économique. Sur les politiques économiques, j'ai vraiment horreur de vous raconter ce qu'ils sont en train de faire. La loi du bilan est une loi austérité. Ils ont voté pour l'austérité en Europe, pour toutes les réformes qui font de façon que l'austérité revienne. Ils ont poussé vers la privatisation de ce qui reste encore public en Italie. Donc, tous les services publics ont été privatisés, les télécommunications, l'eau, les chemins de fer. Il y a un processus de privatisation complète et totale. Il y a une raison pour ça. C'est vraiment stratégique. Ce qui la gauche ne fait pas, la droite, il réussit vraiment de manière excellente. Et suppression des mesures sociales en faveur de pauvres. La première chose qu'elle a faite, présenter un décret pour éliminer le RMI. Imaginez, 700 000 personnes en Italie ont été laissées dans la pauvreté absolue. 700 000 familles, pas personne en fait, je me suis trompé. 700 000 personnes sans aucune subvention. En Italie, on n'a pas de salaire minimum. Les forces d'opposition se battent. L'Union européenne a approuvé une directive pour le salaire minimum. Meloni est totalement contraire avec ses alliés à l'introduction d'un salaire minimum en Italie. Toute forme de dialogue social est fumée dans les yeux, on dit en Italie, pour Madame Meloni et son gouvernement. Les collectifs, en particulier des syndicats, quand on s'assoit à sa table pour négocier, bon, c'est pas des négociations, qu'on s'assoit avec elle, avec ses ministres pour être informé de ce qu'ils veulent faire. Puis après, tu as une trentaine de syndicats. Je vous ai dit, les 3 syndicats les plus représentatifs représentent 12 000 personnes, 12 000 travailleuses et travailleurs. Bon, quand tu t'assois au syndicat, tu représentes 5 millions d'adhérents, peu importe. Il y a des syndicats jaunes qui représentent personne, qui sont créés par eux-mêmes, qui ont le même temps de parole que mon secrétaire général a aux négociations, je les appelle comme ça, mais il ne s'agit pas de négociation parce que les fascistes ne négocient pas, comme vous le savez. Et donc, le dialogue social, ça n'existe presque pas. Les employeurs sont plus ou moins contents de cette dérive où il n'y a pas de dialogue social, parce que vous savez bien, s'il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de dialogue social. C'est les employeurs qui gagnent leur fortune sans trop de problèmes. Et dernier point sur l'économie, l'évasion fiscale, c'est leur champ d'intérêt. Les fraudeurs fiscaux sont très contents. Ils ont approuvé 14 amnisties
amnistie fiscale. 14. C'est-à-dire, vous êtes coupable d'une évasion fiscale dans les dernières 5-10 années, vous payez pas. Vous payez 20% de ce que vous avez pas payé dans le passé. Et les conflits d'intérêts des ministres n'ont jamais été tellement évidents, pour ne pas parler de l'occupation systématique des médias. On n'a pas trop parlé de ça, mais je pense que les médias et les réseaux sociaux, vous en entendez parler en fait beaucoup. Twitter, maintenant X, Facebook. Hier, M. Zuckerberg a dit que, bon, allez-y, racontez tout ce que vous voulez sur Facebook. Il n'y a pas besoin de vérifier si cela est vrai ou pas. Et l'occupation des médias publics. En Italie, on a 3 réseaux qui sont publics. Les journalistes qui sont aperçus de gauche ont tous quitté la RAI, ce qui reste de la RAI, pour des raisons de harcèlement, vrai harcèlement contre les journalistes progressistes dans la RAI. Dernier point, des politiques sociales, et ça c'est l'horreur, la vraie horreur. La famille, l'idée de famille de Mme Meloni, elle s'est présentée en tant que président du Conseil des ministres. Elle a envoyé une lettre officielle à toutes les institutions italiennes en disant « Moi, vous ne m'appelez pas la présidente, s'il vous plaît, vous m'appelez le président du Conseil des ministres. Je veux être clair, ça c'est mon rôle institutionnel, donc vous m'appelez comme ça. » Et la deuxième chose qu'ils ont fait, présenter j'ai du mal à le dire, un projet de loi au Parlement italien où ils voulaient mettre des sanctions pour les personnes qui, dans les lettres, appelaient les ministres par du féminin. Donc, si tu écrivais une lettre à Madame la ministre du Tourisme et tu l'appelais la ministre, et tu pouvais recevoir une sanction. C'est un projet de loi qui existe au Parlement italien. Ils n'ont pas encore le courage de l'approuver, mais ils ont approuvé ça. La femme, bien sûr, elle doit être à la maison. L'homme au travail, si possible avec 2 voire 3 enfants. Et cette idée de famille n'est pas proposée par simplement des discours officiels dans le Sénat ou dans le Parlement, ce qu'ils font tous les jours. C'est promu par de l'argent. Dans les centres pour l'avortement, les associations si dites catholiques, qui ne sont pas catholiques, c'est les associations d'extrême droite, vont convaincre les femmes à ne pas avorter. Elles reçoivent de l'argent pour être au centre pour l'avortement, pour convaincre et les culpabiliser les femmes pour ce qu'elles sont en train de faire. Donc, tu vas librement dans un centre d'avortement aujourd'hui en Italie, tu trouves une assistante d'une association catholique qui vient te dire « la pauvre, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es en train de faire ça? Est-ce que tu as besoin de l'argent? Je peux t'assister. Il ne faudrait pas faire ça quand même. » Et ces gens-là reçoivent de l'argent public du gouvernement pour faire ce travail. LGBTQI, je vous ai déjà dit l'horreur qu'ils sont en train de faire. Et les politiques de migration, je pense que c'est la carte de tournesol, on dit comme ça. Disons l'exemple le meilleur pour démontrer ce qu'ils sont en train de faire en Italie en termes de politique sociale. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de fermer les frontières, Vincent. Ils sont beaucoup plus au-delà de ça. J'ai déjà parlé un peu de la relocalisation des frontières, c'est-à-dire les frontières italiennes. Qu'est-ce qu'elles sont les frontières italiennes? Dites-moi. La mer Méditerranéenne, est-ce qu'elle est une frontière? Je rigole. Est-ce que ma propre ville, je suis de Calabre, 20 minutes devant la Tunis, 1h30 à Milan. Alors, on se fout de nous quand on nous raconte les frontières. Et les Tunisiens en Sicile, c'est des communautés super intégrées. Ils ont leurs festivités. Les catholiques à Tunis, ils font la procession de la Madone, de je sais pas quoi, le 15 août. Alors, les frontières en Italie, c'est plus compliqué qu'en Belgique. Voilà, je le dis comme ça. Vous avez des frontières de terre, un peu de mer, mais chez nous, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On relocalise les frontières, c'est-à-dire on paye, comme je vous l'ai dit, les États africains avec le plan Mattei et avec maintenant les centres de repatriement en Albanie. Je pense que vous en avez entendu parler. Donc, ils payent le gouvernement démocratique d'Albanie pour créer des centres de repatriement en Albanie. Alors, les migrants qui devraient censés arriver, attention, qui s'échappent des prisons de Libye, de la torture, de la menace, de la violence, du viol, alors de la violence absolue en Libye, ils sont amenés en Albanie pour être repatriés chez eux, qui est une violation énorme du droit international. Bon,
faut dire que les centres, jusqu'à maintenant, sont vides. Il n'y a personne. Hein. Si vous allez à Tirana maintenant, vous allez visiter le centre, il n'y a personne dedans. Mais ça nous a coûté 800 millions d'euros. 800 millions d'euros. Plus au-delà de ça. Il commence à y avoir le Rassemblement national, l'AfD en Allemagne, les fascistes autrichiens, les Italiens, qui commencent à parler de processus de remigration. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les Arabes, les Noirs, les musulmans, on commence à les convaincre à repatrier. Ça me rappelle d'autre chose qu'on a déjà connu, l'Holocauste. Mais c'est des discours, c'est pas quelque chose que je dis. Si vous cherchez politique de repatriement AfD sur Internet, je l'ai fait maintenant, il y a quelques minutes, vous voyez qu'il y a des déclarations de dirigeants politiques de première rangée de AfD, de Fratelli d'Italia, du Rassemblement national qui commencent à dire, bon, il y en a trop maintenant, il faut les repatrier, il faut les remettre à leur pays. Des citoyens, pas que des migrants sans papier, des citoyens italiens, les citoyens allemands, on les repatrie. Parce qu'ils sont fils de migrants, ils ne sont pas italiens à 100%, ils ne sont pas blancs comme moi, alors il faut s'en débarrasser. Alors, pourquoi, et je vais m'arrêter là, les fascistes, l'extrême droite, détestent-ils tellement beaucoup les syndicats? C'est ça la question que vous devez vous poser, que nous devons nous poser pour arriver finalement à la stratégie de laquelle je vais parler après. La première réponse est parce qu'ils détestent tout ce qui unit les personnes. Nous, on est pour les services publics. Ils sont pour la privatisation. Si tu ne trouves pas de place à l'hôpital, si tu ne trouves pas de place à l'école pour tes enfants, qui est la première personne avec laquelle tu vas te battre? Avec le migrant, bien sûr. Donc, ils divisent la société en enlevant les droits à tous et à toutes. Pas qu'aux migrants, pas qu'aux Belges, pas qu'aux Italiens. Alors, la lutte est déclenchée comme ça, entre nous-mêmes, entre les pauvres, entre nous, les personnes qui ont besoin d'accéder aux services publics. Pas d'école, pas de services publics, pas de place dans le tram. C'est à cause des migrants, il y en a trop. Tu restes comme ça serré parce qu'il y en a trop. C'est pas parce qu'il n'y a pas de tram, pas assez de tram qui circulent. C'est pas parce que le conducteur de tram n'est pas bien payé, parce qu'il n'y a pas de convention collective, bonne convention collective. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de migrants dans le tram. Il y a trop de gens, il faut le repatrier. Deuxième chose, ils détestent les syndicats parce que nous, on est pour le collectif. Nous, on est pour les conventions collectives. Alors, le syndicat fasciste italien qu'ils voudraient créer, mais qui n'existe pas en fait, parce qu'ils n'arrivent pas, heureusement, jusqu'à maintenant, on va voir après. Ils sont pour le syndicat jaune parce que le syndicat jaune est presque contre les conventions collectives. Ils sont pour les conventions individuelles. Tes droits, et pourquoi tes droits doivent être les mêmes de la maman qui a 3 enfants et qui peut-être a des problèmes à se présenter à travailler demain, ou ils doivent être les mêmes d'une personne avec handicap qui a bien sûr des problèmes à se rendre à un endroit de travail par rapport à toi, alors des contrats individuels. Nous, on est pour le collectif. Le syndicat, c'est le collectif. Alors, tout ce qui est collectif, tout ce qui unit est détesté par l'extrême droite parce que l'isolement, le fait de laisser les personnes, et la parole clé, à mon avis, à ne jamais oublier est peur. Ils veulent que vous ayez peur. C'est ça leur but. Et c'est la raison pour laquelle, dans les petits villages où il y a moins de possibilités de parler aux autres, de se mélanger, l'extrême droite a beaucoup de succès. Parce que le mélange est la clé du succès pour le progressisme. L'isolement, isoler les personnes, les laisser dans leur peur et pas seulement dans leur peur, dans le désespoir. Tu n'as pas d'espoir, tu ne vas pas réussir parce que tu es seul. Tu n'as pas de possibilité de lutter avec d'autres personnes qui, comme toi, croient qu'il y a une alternative. Alors, c'est la raison pour laquelle ils n'aiment pas les syndicats. Ils veulent se débarrasser de syndicats autonomes, libres, indépendants, comme la CGT, comme la CGIL, comme la FGTB, parce qu'ils voudraient commander, ils ne veulent pas gouverner.
Meloni ne gouverne pas l'Italie, elle commande l'Italie, hein. Elle dirige l'Italie comme une dictatrice. C'est ça ce qu'elle est en train de faire. Elle déteste le Parlement, parce que le Parlement est quand même un collectif, même si c'est sa majorité totale, hein. Mais elle déteste le Parlement, parce que le Parlement est un piège, hein. Il y a toujours quelque chose à faire avec quelqu'un avec qui il faut discuter, donc il faut pas trop perdre trop de temps. Et donc, le style de direction de l'Italie va de Meloni, en fait, de l'Italie va dans cette direction à laquelle on s'oppose et qu'on va stopper.